Biberonné au rock et à la peinture, un animateur food politique et du temps qui passe et de son époque, animateur de 300 millions de critiques sur TV5 Monde. Bonjour Exact. Guillaume Durand. Bonjour Patrick. Mémoires d'un arythmique, c'est donc le nouveau livre que vous publiez. Ce sont des mémoires d'un homme au cœur de son temps. Écoutez, il y a une part de mélancolie, il y a une part d'envie de continuer à se plonger justement dans une époque qui est la nôtre, qui est bouleversée, vous le savez, mieux qu'ici à TV5 Monde par l'état d'événement. Et puis il y a une envie d'écrire ça d'une manière qui ne soit pas tellement des mémoires de journaliste en fait. C'est-à-dire que le paradoxe peut-être de toute ma vie professionnelle, c'est qu'à la fois j'ai épousé cette profession que j'adore et en même temps, ce que je mets bien au-delà de tout ça, c'est justement les artistes dans toutes les activités qui peuvent être les leurs. Alors quand j'étais jeune, j'ai été un dingue de Led Zeppelin. Ouais. Stairway to Heaven, hein, voilà. Vous fredonnez ça tout le temps. Hein. Stairway to Heaven, je me souviens, c'était en décembre 69, le 6 décembre, à l'école centrale, j'avais 16 ans, j'étais en première, donc, et ça a été le début, et ça s'est prolongé avec la littérature, avec la peinture, avec beaucoup d'autres choses, qui finalement ont accompagné ma vie. Oui. Et peut-être que maintenant que j'ai 63 ans, je me rends compte qu'à la fois la passion pour la politique reste intacte, mais que ce qui joue le rôle le plus important, c'est comme l'a écrit très poétiquement et d'une manière très tragique Kafka, c'est la littérature comme cette espèce de hache sur la mer gelée de nos vies. Donc j'ai essayé, comme un bon petit élève, de faire quelque chose qui soit entre les deux. C'est les mémoires d'un arythmique. Alors arythmique, c'est évidemment une constance physique, c'est ce qu'on déjà. peut appeler une saloperie. Vous avez une saloperie. C'est-à-dire que, en fait, ça représente aussi votre vie. C'est qu'il y a des accélérations, des pulsions. Un jour, en rentrant de Biarritz, moi j'adore Biarritz parce que j'y ai beaucoup d'amis et mes enfants y font du surf. Enfin, j'aime Biarritz, j'aime le Sud-Ouest, j'aime le Pays Basque, etc. Et un jour, je rentre à Paris et je m'assois sur un canapé blanc comme votre table, mon cher Patrick, et je me sens pas très bien. Comme s'il y avait une sorte de fête foraine par ici. J'avais fait beaucoup de sport dans ma vie, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et puis en prenant mon pouls ici, je me rends compte que ça faisait... Et de temps en temps, comment peut-on dire, des espaces tels entre les battements du cœur qu'on avait cette impression-là. Et donc j'ai commencé il y a une dizaine d'années une carrière, comme on dit, d'arythmique. Au début, ça allait, puis c'est devenu de plus en plus insupportable, jusqu'au jour où j'ai décidé de me faire opérer, parce qu'on peut se faire opérer de l'arythmie, ce qui a calmé les choses, mais ne les a pas définitivement envoyés dans les oubliettes. Mais finalement, ça vous caractérise aussi, Guillaume. C'est qu'au fond, c'est une espèce d'urgence dans votre vie. Oui, il y a une quand même espèce de 750 000 pression. personnes qui font ça, qui ont ce type de maladie pour des raisons d'ailleurs totalement différentes. Mais ce que je me suis dit, c'est que c'était non pas justement un bon moyen de s'apitoyer sur soi-même, mais d'utiliser ça d'abord pour écrire et deuxièmement pour récupérer, comme vous le dites, ce rythme qui est un rythme syncopé de ce palpitant qu'on a là et d'essayer de l'adapter à la littérature. Oui. La littérature, sans qu'on donne l'impression un peu pompeuse justement d'être un écrivain. C'est formidable parce qu'il y a toutes ces citations, il y a tout votre univers dans ce livre, il y a votre histoire personnelle, il y a aussi vos sentiments, l'air du temps, vous épousez votre époque, la politique aussi, vous êtes quand même drogué de la politique. Vous voyez ces animaux politiques qui se bousillent, qui se bousillent le cœur d'ailleurs souvent. Vous adorez Mitterrand. J'ai commencé ma carrière donc en 78. Très très vite, il y a eu la campagne électorale de 81. Donc évidemment, j'ai plongé dans cette campagne électorale-là, qui a été la première grande campagne. Après, j'en ai fait beaucoup aux États-Unis. Ce qui m'a permis de beaucoup voyager aux États-Unis, les campagnes de Reagan, de Bush le père, de Bush le fils, etc. etc. Donc effectivement, j'avais ces deux visions des choses et forcément, étant entre les deux mondes comme journaliste, je me suis rendu compte que la façon dont on fabriquer l'actualité dans l'audiovisuel en France allait très rapidement être complètement désuète parce que l'arrivée de CNN. Et donc, en fait, mon aventure de journaliste, c'est l'aventure d'un type, la 5, LCI, etc., qui a essayé de participer, au fond, à l'installation des chaînes d'information ou des grandes chaînes faisant de plus en plus d'informations en France, avec à la fois ce que ça pouvait avoir d'enthousiasmant, voir Mitterrand de près, voir Chirac de près, voir... Enthousiasmant, oui, d'enthousiasmant, la bataille, le direct, les guerres du Golfe, les erreurs qu'on y commet, et je n'ai pas été un chômeur dans ce domaine aussi, et en même
même temps la distance, c'est-à-dire le fait que petit à petit, je suis rattrapé par ce goût que je peux avoir justement pour les artistes qui me donnent ou qui me permettent d'avoir une distance par rapport à tout ça. Il y a un aspect un peu pied nickelé chez vous. Mais j'ai toujours adoré les aventures un peu à la Belmondo, c'est-à-dire qu'effectivement, je me souviens d'un reportage que j'ai fait en allant interviewer le général Aoun au palais de la Baabda. On a pris pendant plusieurs heures des bombes en rampant parce que c'était le Liban cataclysmique de l'époque, mais dans une certaine forme de jubilation. Sa fille était ravissante, j'avais l'intention de lui faire mon petit numéro, en sachant pertinemment que ça ne marcherait pas, mais c'est vrai qu'il y avait à la fois ce mélange d'aventure, enfin un côté Laurence d'Arabie adapté à l'audiovisuel, quoi. Et puis tout ça, avec la sagesse, les lunettes qui arrivent, le soupçon de bedon, tout ça, on prend des distances par rapport à ça, et à cause de l'arythmie, un jour, je me suis dit, je ne vais pas tout raconter, parce que ça va faire journaliste vieux con qui essaye de se mettre sur le piédestal des événements qu'il a croisés, mais d'essayer de mélanger ça avec des choses extrêmement personnelles, voire douloureuses, qui sont arrivées, et surtout, fondamentalement, trouver le moyen de faire tenir ce récit par une écriture un peu particulière qui consiste à juxtaposer les scènes. Pendant 10 pages, on parle d'un sujet, un dîner chez, par exemple, André Rousselet, où il s'affronte un peu avec... Il y a beaucoup de dîners, hein. Vous rencontrez le tout Paris, vous croisez... Oui, il y a des gens qu'on ne connaît pas du tout. Il y a un dénommé Minou que personne n'a jamais vu de sa vie. Donc justement, c'est pas du tout un Vous livre rencontrez des gens incroyables. Sagan, on vous appelle pour donner envie à Sagan de réécrire. Mais c'est parce que je la connaissais bien, et par un ami qui est justement le dénommé Minou, auquel je consacre un chapitre entier que personne ne connaît, parce qu'il n'y a pas que des gens célèbres dans la vie, mais il y a un mélange de gens particuliers qui se connectent et se reconnectent. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, j'ai essayé de sauver Sagan de son incapacité à écrire et que malheureusement, j'ai échoué. Mais vous n'êtes jamais dupe de rien, Guillaume Durand. C'est-à-dire, par exemple, quand vous faites cette fameuse émission Panthéon, Mitterrand, qui va faire basculer peut-être l'Europe, et c'est le cas. Oui. C'est-à-dire que vous êtes attaqué de toutes parts. Tout le monde vous tombe dessus avant. Puis ensuite, on vous déroule le tapis rouge. Bien, c'est-à-dire que c'est très difficile. Moi, j'ai toujours été le plus mauvais publicitaire de moi-même. J'avance, de temps en temps, on me dit en gros, casse-toi, tu nous casses les pieds. Je m'en vais, j'essaie d'aller renaître ailleurs, sans vraiment. Enfin, je l'espère avec une certaine forme de légèreté. C'est bizarre, mais la télévision, c'est ma famille, mais c'est pas mon monde. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Il y a une profonde différence pour moi. J'adore mon métier. J'aime beaucoup, d'ailleurs, je travaille à TV5 Monde avec les envoyés spéciaux ou les correspondants des grands pays francophones. J'adore ça. Je le fais avec un plaisir inouï. En même temps, résumer ma vie à la télévision, au monde de la télévision et même du journalisme en général, ça ne me correspond absolument pas. C'est-à-dire que quand je sors des studios, j'ai très peu de vrais amis qui sont à la télévision. Très très peu, après quand même 40 ans de carrière, et ma vie est ailleurs, c'est vrai. Oui, mais la vie, c'est les artistes, sont les artistes. Oui, enfin même... vous croisez Bowie. Ma famille, oui, mais ma famille, mes enfants jouent un rôle essentiel, d'ailleurs j'en parle beaucoup dans le livre, y compris parfois dans des conditions douloureuses, mais j'ai une vie de famille très tranquille, mais j'ai séparé les deux, si vous voulez. Je ne suis pas... En fait, il y a aussi une chose, c'est compliqué, mais je suis l'anti-carriériste absolu. D'ailleurs, je ne pense pas qu'à la télévision, on puisse faire carrière dans la sincérité. Les gens qui font carrière sont des gens qui sont probablement beaucoup plus costauds que moi moralement, mais qui ont un sens de la politique que je n'ai absolument pas, et je m'en félicite. Oui, c'est une forme de dire, vous êtes libre. D'abord... J'avais fait une émission qui s'appelait Esprit Libre, qui a duré pendant des années dans le domaine de la culture, et que j'ai beaucoup aimé, et qui correspond finalement assez bien à ce que j'ai essayé d'être pendant des années. Mais libre aussi de dire que Michael Moore, c'était de la merde. Oui, libre aussi de dire ce que vous pensez finalement des choses, de Madonna. Oui, c'est vrai. Non, mais vous savez, il y a des moments, vous connaissez ça, parce que vous recevez tout le monde, il y a des moments, il y a des choses qui sont indicibles. J'ai lu dans Libération, l'excellent journaliste qui est Luc Levaillant, un papier assez assassin sur Madonna. C'est assez amusant que tout d'un coup, depuis quelques années, le mouvement soit en train de se retourner parce qu'elle a été idolâtrée, on la recevait. Moi, je me souviens d'un festival de Cannes où elle est arrivée, le monde entier était à ses genoux. Alors que c'était aussi mauvais au début que ça l'est aujourd'hui. Mais il y a des moments où, si vous voulez, poussé par le succès qui est devenu la drogue numéro 1 des pays occidentaux, on ne peut plus rien dire sur rien. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Regarde, non, mais c'est pas ça, mais la distance critique est faible. Prenez un réalisateur qui est par ailleurs un très grand réalisateur qui s'appelle Quentin Tarantino. Ah bah vous détestez sa violence. Non mais j'ai toujours détesté ça.
Mais il y a un moment où il n'y a pas d'espace critique pour ça. C'est-à-dire que je considère que Polanski, sur ces sujets, est un homme extraordinaire, qui a compris qu'on ne pouvait pas totalement jouer au second degré avec les questions de la violence, le pianiste, alors que Inglourious Bastard, c'est-à-dire Brad Pitt dans le rôle d'un nazi deuxième degré, je trouve ça absolument odieux. Mais il y a un moment où c'est un... Je ne dis pas que c'est indicible, parce que ça dépend un peu, mais il y a un moment dans l'espace qui est le nôtre, celui des journalistes, si vous voulez, l'aura de Tarantino est telle aujourd'hui qu'avoir un vrai discours critique par rapport à ça est quasiment impossible. Oui, mais... Or, moi, j'ai toujours eu tendance, justement... je me souviens, parce que j'ai souvent été au Festival de Cannes, que quand sont arrivés les premiers Matrix, tous les journalistes se griffaient l'essai en disant comme c'est formidable. J'ai toujours trouvé que c'était une merde épouvantable. Mais en politique, vous avez la possibilité de dire, vous dites, hein, vous aimez Mitterrand, je le disais, mais vous pouvez dire ce que vous pensez de Sarkozy. Vous savez, je me suis beaucoup battu avec Mitterrand, enfin beaucoup battu, pas moi, mais les journalistes de ma génération, Carrefour du développement, l'affaire Greenpeace, l'affaire Pelat, ont écrit ou dit beaucoup de choses très désagréables par rapport à Mitterrand. Mais ce que j'ai aimé avec Mitterrand, comme beaucoup de gens, d'ailleurs maintenant avec le recul, c'est que premièrement, il était cultivé, et que deuxièmement, ce qui est quand même quelque chose de fondamental dans un pays comme la France, et que deuxièmement, il y a quelque chose qui émanait de sa personne, qui n'est pas la monarchie républicaine dont on parle, mais qui émanait de sa personne, qui est un principe d'autorité. Nous sommes un pays où quand l'autorité, pas morale, mais l'autorité personnelle de quelqu'un comment peut-on dire, ne se répand pas sur le pays, alors la foule sentimentale, comme dirait Souchon que nous sommes, commence à devenir une foule de chahuteurs. Et je crains ça pour mes enfants. Oui, mais vous dites de François Hollande, c'est la calamité des journalistes politiques. Non, c'est-à-dire que François Hollande, qui est un homme extrêmement sympathique, est aussi quelqu'un qui nous a dépassionnés de la politique. Moi, je suis très tâcheron. Je vais à toutes les conférences de presse, malgré mon grand âge, comme si j'étais un jeune journaliste stagiaire au service politique. Mais c'est vrai que l'impact du personnage sur ce qu'il fait est, pour l'instant, voisin de zéro. Il n'y a qu'à voir les sondages. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les Français et les journalistes. On est un peu le buvard qui s'inscrit entre la politique et la grande masse des gens qui vivent dans ce pays. Donc il y a quelque chose concernant Hollande qui est une sorte de manque comment peut-on dire, d'un mélange de profondeur, d'autorité. En même temps, il a un avantage considérable par rapport à son prédécesseur, qui lui a des avantages aussi, c'est que Hollande a quelque chose d'assez inouï, c'est qu'il ne marque jamais. C'est-à-dire, quels que soient les emmerdements de sa vie, l'histoire de l'épisode du livre de sa compagne, je me souviens qu'il est arrivé à cette conférence de presse, il était comme vous, c'est-à-dire il avait le léger sourire, pas la moindre goutte de sueur, et donc il a une capacité d'encaissement, alors que tout le monde dit qu'il est foutu, qu'il ne sera pas réélu, etc., qui est absolument phénoménale, et insoupçonnée, car il y a 5 ans, personne n'aurait pensé qu'il avait ces qualités-là. Bon, il y a d'autres qui sont... Vous arrivez plein de choses, je disais, Guillaume, c'est vous présentez Carla Bruni et l'un de ses compagnons. Un peu plus tard, vous dites, en la croisant dans un dîner, c'est pas impossible qu'elle me prenne pour un con. Non, mais j'ai toujours pensé depuis le lycée, ayant un petit... Il se trouve que j'ai eu de très bonnes notes en maths au bac, un peu par hasard, mais j'ai tout de suite compris avec les maths et avec les échecs, parce que j'aimais bien jouer aux échecs, que j'étais dans la catégorie, disons, des Français moyens. C'est-à-dire que j'avais un pouvoir de conceptualisation qui était assez voisin de zéro. Et j'ai constaté dans mon métier aussi que l'une des phrases classiques qu'on entend à l'égard de journalistes, c'est-à-dire vous, moi, c'est connard. Dominique de Villepin me l'a dit 300 fois, Sarkozy le pense, Hollande doit le penser, etc., etc. Et c'est pareil pour beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire des gens qui ont besoin des journalistes pour accéder à un niveau de notoriété considérable, et puis une fois qu'ils l'ont, Cotillard, les autres, ils sont dans le registre on est le petit peuple qui sommes chargés d'écrire leur légende. Ça m'a toujours un peu déplu, cet aspect-là des choses. Et c'est pour ça que je promène mon regard sur ce monde-là, parce que je pense qu'il faut arrêter de déglinguer les politiques, mais il faut aussi arrêter de considérer que les journalistes sont des parasites inutiles. On est comme les feux rouges ou comme les marques qu'il y a sur la chaussée, on a besoin de nous, autrement ce sera l'accident généralisé. Merci Guillaume Durand. La rythmique, il sait où il va, il a sa ligne devant lui, Guillaume Durand. Dans ce parcours que vous racontez, ce parcours littéraire et sociétal. Ce que je sais, c'est que demain matin, je vais me lever à 4h30 pour faire le journal, que je vais partir un petit peu en vacances et que je vais réécrire évidemment le plus vite possible. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On vous retrouve dans 300 millions de critiques toutes les semaines, évidemment, sur TV5 Monde et les mémoires d'un arythmique qui est publié chez Grasset. Merci Guillaume Durand. Merci à vous, Patrick.